Voilà, ça y est, je crois que ça enregistre. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur LLU TV pour un format un petit peu différent aujourd'hui. Vous le voyez déjà à la façon dont les images sont disposées. Ça se présente pas comme d'habitude sur YouTube. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec l'association Quand un sourire suffit, mais pas seulement. On va vous expliquer ça au fil de l'émission. Et donc pour cette émission, je retrouve Sandrine Eiferman-Soutarsson, qui est la présidente de Quand un sourire suffit et qui est déjà intervenue à plusieurs reprises sur la chaîne. Et puis aujourd'hui, Sandrine est venue en compagnie d'une autre personne qui s'appelle Sophie Kaila, qui va nous expliquer pourquoi, avec un thème qu'on est vraiment heureuse toutes les trois d'aborder aujourd'hui parce que c'est un thème mal connu et qui nous semble important, qui est celui des handicaps invisibles. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole à Sandrine, puisque c'est elle qui m'a proposé de faire l'émission à ce sujet. Donc, elle va nous expliquer ce qui l'a motivée. Et puis, ensuite, on va passer la parole à Sophie pour qu'elle nous explique à quel titre elle est là et avec quel témoignage. Voilà, Sandrine, à toi. Oui, donc bonjour, merci encore de nous permettre d'avoir ce temps de parole avec ton émission. Pourquoi je t'ai proposé donc de parler de handicap invisible? C'est une demande qui m'a été faite par une membre de l'association qui est elle-même maman d'enfants qui sont concernés par un handicap invisible. Et la dernière fois, nous avons eu donc la journée du handicap et de la maladie. Et durant cet événement, il y a eu un moment assez difficile à vivre pour elle, qui a concerné en particulier ses enfants. Et qui concerne quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est un petit peu comment dire, cette comparaison qu'on peut trouver entre personnes qui sont concernées par le handicap. Oui, mais toi, au moins, tu n'es pas en fauteuil roulant. C'est cette phrase-là. Cette phrase-là qui est très dure à entendre et qui a été très dure à vivre. Et la mère complètement perdue par cette agression, en fait. C'est clairement de l'agression. En ce qui me concerne, moi, je prends ça pour de l'agression. N'a pas compris ça. Sa fille s'est complètement retirée. C'est bon. Il vaut mieux se protéger dans ce genre de situation. Donc, elle n'a pas souhaité continuer. Et là, sur ce coup-là, je me suis dit oui. Moi-même, maman d'une enfant avec un handicap, ma petite fille, pour le moment, son handicap n'est pas ce qu'il y a de plus visible, puisque tant qu'on ne lui demande pas de parler, on se dit c'est juste une petite fille un petit peu, on va dire, peut-être un petit peu avec du retard. Voilà, comme ça. Eh bien, ça m'a beaucoup émue, beaucoup remuée et fait comprendre que tout n'est qu'une question de situation et du regard des autres. Et tant qu'on ne sensibilisera pas les gens pour éviter ce type de situation, le regard des autres ne changera pas et on va se retrouver dans des situations douloureuses. Et pour moi, le handicap est vraiment défini par la douleur ressentie par la personne concernée par le handicap, mais aussi par la personne qui regarde le handicap, qui est confrontée au handicap de l'autre, et aussi par les personnes qui accompagnent les gens concernés par le handicap, que ce soit les aidants, que ce soit les personnes concernées par le handicap et les personnes confrontées au handicap. Ce qui les réunit vraiment sous le terme de handicap, pour moi, c'est la douleur. Je suis une maman qui sourit beaucoup. Ma fille sourit beaucoup. Mais lorsqu'elle pleure, lorsqu'elle a mal, je ne souris plus. Je ne peux pas continuer à sourire. Et là, donc, je me retrouve en situation de handicap. Je ne peux plus sourire. Je ne peux plus garder d'espoir. J'attends que ça s'arrête. J'essaie de trouver des solutions. Mais au final, c'est la douleur de mon enfant qui fait que je ne peux pas faire face au handicap.
Et pour moi, les personnes qui se retrouvent confrontées au handicap et qui vont renvoyer de l'agression ou de la peur, ou même être dans le déni, ce sont des personnes qui sont confrontées à quelque chose de pas aisé. Ils ne sont pas à l'aise et ils ont du mal avec ça et donc ils sont dans une situation douloureuse. Et quand on est face à la douleur, ben, on a juste envie de s'en de s'en dépêtrer, quoi. Soit on n'y pense plus, on est complètement déconnecté de sa réalité, de ce qu'on vit, mais on n'y pense plus, donc on n'a plus mal. Alors que si, le corps souffre et tout. Ou bien ben, de l'agression pour ne plus ressentir cette douleur. De toute façon, à chaque fois, c'est ça, quoi. Moi, c'est ce que je vois. Quand une personne va rejeter mon enfant, ben, c'est une personne qui n'a pas été sensibilisée et dans un sens désensibilisée, qui n'a pas appris à y voir autre chose que de la douleur, qui n'a pas appris à se dire mais c'est pas parce que la personne qui est en face de moi n'arrive pas à me parler qu'elle est en train de souffrir, quoi. Elle a peut-être trouvé une autre solution pour y parvenir. Et si je prends ce temps-là pour l'écouter et lui donner ce temps-là pour me dire comme quoi, bah, autrement, avec des signes, avec des pictos, bah, écoute, moi je m'exprime comme ça. Bah là, on n'est plus dans la douleur, on n'est plus dans une situation difficile. Donc on peut échanger, et voilà. Mais si on ne le sait pas que c'est possible, il y a beaucoup de professionnels qui me disent, quand ils voient ma fille, elle ne saura jamais parler. Mais mon but, c'est pas qu'elle parle. Bien sûr que ça, ça me ferait plaisir de l'entendre me dire des choses et tout. Mais ce qui m'importe, c'est qu'elle puisse communiquer. Et ça, c'est possible. Naturellement, l'être humain communique. Eh bien, c'est tout ça, en fait, qui fait que moi, je tenais à parler du handicap invisible. Invisible ne veut pas dire douloureux. Invisible ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour ces personnes-là, puisqu'on ne le voit pas, on ne peut rien faire pour elles, quoi. Déjà, si on peut leur permettre de communiquer, moi, je trouve que c'est chouette. Et c'est pour ça que je te remercie vraiment par rapport à ce temps d'échange que tu proposes avec ton émission. Ben, je te remercie aussi d'être là parce que le but, c'est effectivement de changer un peu le regard des gens sur le handicap, ce que tu avais déjà fait en expliquant pourquoi tu avais fait le choix d'appeler ton association Quand un sourire suffit, ce qui pouvait paraître presque provocateur de parler d'associer handicap et sourire. Et je vais peut-être juste tempérer un peu ce que tu as dit sur les réactions des gens parce qu'on avait déjà abordé ça dans une émission précédente. Tu parlais de communication et je pense qu'effectivement, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de communication autour du handicap que souvent les gens réagissent mal parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils sont déroutés. J'avais parlé de ma propre confrontation avec le handicap de la sœur de mon ami, un de mes premiers amis quand j'étais jeune, où effectivement c'était une personne qui avait un handicap, donc qui ne parlait pas, qui avait un handicap moteur, et où c'est pas que je voulais être blessante envers la famille ou envers cette personne, c'est que moi-même je n'avais pas les codes ni pour la comprendre, ni pour rentrer en communication avec elle, et qu'effectivement j'avais été très surprise et presque en panique quand je m'étais trouvée face à cette personne parce que je ne savais pas comment entrer en relation avec elle. Il me manquait un outil, voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de parler justement de ce que vivent à la fois les personnes en situation de handicap, leur famille, et puis ceux qui ne sont pas porteurs d'un handicap, qui se trouvent confrontés à ça et qui quelquefois se retrouvent handicapés justement par leur méconnaissance de ce monde-là et qui n'ont pas les ressources ou pas immédiatement pour entrer en communication avec eux. Et puisque tu expliquais que le handicap est souvent lié à la douleur, je propose qu'on passe la parole à Sophie, puisque justement, elle va nous expliquer qu'elle, son handicap, et ça se voit quand on la regarde, ne se manifeste pas du tout dans l'apparence. On voit que c'est une très belle jeune femme, souriante, qui a toutes ses capacités intellectuelles et motrices en apparence. Et elle va nous parler justement de ce qu'est sa situation de handicap, on va l'appeler comme ça, et comment ça se vit au quotidien, et pourquoi justement, par les autres, ça n'est pas forcément vu, perçu ou même reconnu. Voilà. Sophie, je te laisse expliquer. Bonjour et puis merci pour l'invitation à pouvoir témoigner de ce qui est l'handicap invisible en fait et donc de ce que je vis au quotidien depuis quelques temps parce que c'est assez récent pour moi. Oui, c'est assez douloureux en fait ce côté invisible, non pas pour nous,
parce que nous, on le ressent, comme elle disait tout à l'heure, la douleur, nous, on l'a, on sait quand on peut et quand on ne peut pas réaliser quelque chose. Quoique, il y en a encore certains, voire même moi, qui, de temps en temps, se laissent aller en disant non, je serais capable d'eux, et puis au final, on n'y arrive pas. Donc, c'est assez difficile, et c'est surtout dans le regard de l'autre, parce que quand on a ces maladies invisibles, en fait, on se pose la question du fait, est-ce qu'elles sont invisibles? Est-ce qu'on est vraiment malade? Est-ce qu'on a vraiment ce droit, cette chance? J'ai quand même eu quelqu'un qui m'a dit, vous savez, madame, c'est une chance, oui, parce que je passe prioritaire dans d'autres choses. Enfin, voilà, ok, voilà, vous avez de la chance. Oui et non, parce que la chance, on est parti la chercher quand même. Donc, on va quand même à la MDPH. Il faut que nous, on accepte ce statut d'handicap. Donc, il y a beaucoup de choses, et surtout quand c'est invisible. Est-ce qu'on va nous croire? Est-ce qu'on ne va pas nous croire? Est-ce que les médecins, surtout qu'on est des fois dans l'errance médicale, est-ce que, non, mais vous comprenez, alors du fait aussi qu'on soit jeune, on va dire, vous êtes jeune, vous venez d'accoucher, vous êtes encore un peu fatigué, machin, donc on est dans l'errance, et puis nous, bah, on subit, puis on se dit, bah, vu qu'on nous dit qu'on n'est pas malade, donc on avance et on continue à être malade, sauf qu'on est moins à l'écoute de notre corps, et ce qui fait que ben, on détraque encore toutes ces petites choses, toutes ces petites cellules qui n'ont pas envie d'être détraquées, donc on y va et on avance. Et au final, bah, cette douleur est très difficile à vivre, et surtout sur le regard que l'autre nous donne, et que nous, on donne. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a ce petit pouvoir de dire oui, on a un handicap, non, on n'a pas de handicap. Et on apprend énormément sur nous-mêmes, donc sur nos facultés en fait, à savoir, quand on est adulte bien sûr, hein, je ne parle pas forcément pour les enfants, quoique ils sont ils ont beaucoup d'imagination, beaucoup de recours, beaucoup d'envie. Moi, je pensais à ta fille tout à l'heure, quelqu'un pareil que j'ai rencontré qui utilisait le langage des signes, et regardait comme ça, je ne comprends pas. Et elle m'a dit, bah, t'as qu'à apprendre en langage des signes. Donc, voilà, c'est direct, voilà, c'est comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Oui, j'ai qu'à apprendre. Oui, si je veux me mettre à ton niveau, j'ai qu'à apprendre. Et il faut se donner les moyens, je pense, d'apprendre. Et ça permettrait, ça éviterait beaucoup de douleur pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Parce que souvent, c'est la peur qui font qu'on agit, ou que certaines personnes agissent ou interagissent en fait, hein, parce qu'ils ont peur, ils ne connaissent pas ce que c'est. Donc moi, en fait, mes maladies font qu'elles sont invalidantes dans la marche. Et donc, c'est vrai que là, je suis assise. Voilà. Et donc, des fois, quand j'ai un petit coup de mou, je me dis, mais non, il y en a, ils sont sur leur trône. Hein. Il y en a qui ont fait des grandes choses en étant juste assis, des rois, des reines, des impératrices, sans forcément bouger. Voilà, donc oui, en effet. Ça ne se voit pas. Quand on décide, par exemple, de se dire on va faire les courses, oui, on l'a décidé, on a choisi déjà nos heures, quand est-ce qu'il y a moins de monde, etc. Et tout, et qu'on ne veut pas embêter les gens, et qu'on ne veut pas non plus qu'on voit qu'on est garé sur une place handicapée, etc. Parce qu'il y aura toujours un qui va dire ah, vous n'avez pas le droit d'être garé là, et qu'on leur montre. Malheureusement, c'est toute petite. Maintenant, elles sont de plus en plus petites, les cartes. Voilà, pour dire non, mais j'ai le droit d'être ici. Et voilà, c'est toutes ces difficultés au quotidien qui sont perçues par le regard de l'autre, qui font aussi qu'on est dans une société, donc là j'ai fait une formation sur la rigologie, où on est dans une société où sourire n'est pas permis, où rire n'est pas permis, parce qu'on nous apprend notre culture fait que quand on sourit aujourd'hui, on pleurera demain. Alors que pas du tout, en fait, c'est assez on a le droit
malgré un handicap, malgré le côté invisible, de pouvoir sourire. Et donc, au final, du fait qu'on sourit ou qu'on a cette joie de vivre en nous, malgré tout, parce qu'on se dit, s'il nous reste pas, entre guillemets, pas beaucoup de temps, mais si le peu de temps que nous, on a de cette bonne énergie, et on se dit, on va la donner à sourire. Et c'est mieux pour notre corps de savoir qu'on va générer de la dopamine, des endorphines. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée du câlin, donc il ne faut vraiment pas hésiter à faire des câlins parce que ça apporte énormément et ça évite le stress, etc. Donc voilà. Et donc tout ça, en fait, on a envie de donner aux autres, en fait, cette joie de vie parce qu'on l'a en nous, mais ça va peut-être pas. Ça va être une journée, il y a des jours où on sera moins bien, des jours où on sera peut-être un peu mieux. Et c'est vrai que quand on sort, généralement, c'est qu'on est bien. C'est qu'on se dit aujourd'hui, on veut le faire. Et donc, vu que ça ne se voit pas, c'est très compliqué. Et vu qu'on a quand même ce sourire, et puis il y a des fois, on rentre, on est un peu détruit par les autres. Et en fait, ça crée ce sentiment d'isolement. Et ce chamboulement en nous et une maîtrise d'émotions qu'on doit apprendre. Et comme disait Sandrine tout à l'heure, il faut connaître, il faut que nous aussi, en tant que handicap invisible, on arrive à se montrer en fait et à pas s'isoler. Alors c'est sûr, c'est pas se montrer en disant ouais, j'ai ça et je veux ça. Non, c'est pas ça. C'est juste dire notre vie au quotidien, un petit peu vie ma vie quoi. Hein, et voilà, toi demain, c'est un peu le sketch de Palmade. Hein, toi demain, tu es suivi par 4 canards qui font coin-coin toute la journée, ou tu as des dents en bois, qu'est-ce que tu choisis? Enfin voilà. C'est voilà, oui, alors peut-être que j'aurais des dents en bois, mais je mangerais peut-être plus de smoothie ou un truc comme ça. C'est s'adapter et montrer qu'on est capable de faire et que oui, en effet, c'est la situation qui nous rend dans cet handicap et que le regard est super important et ne serait-ce que comme voilà, donner juste un sourire ou déjà brandir sa carte en disant est-ce qu'on peut passer parce que là on n'est pas et que quelqu'un juste nous sourit, nous demande rien sans justification, sans rien, et nous dire oui oui allez-y, au contraire, voilà. Je comprends, j'ai difficilement du mal des fois à comprendre que par rapport à une femme enceinte, je dis ça parce que je suis enceinte et que j'ai vécu cette situation, on nous laisse passer avec le sourire parce qu'on porte la vie en nous, mais on l'a toujours en fait. On a cet handicap, mais on a aussi cette vie, cette joie de vivre, etc. Et c'est pas un privilège d'avoir toutes ces choses-là. Et ça reste très difficile. Et notre rôle, je pense que pour l'handicap invisible, c'est de le montrer et de faire en sorte que la société change par rapport à ça. Parce qu'on va arriver à avoir de plus de mots MAUX dans les gens et ça va se perpétuer de plus en plus. Et si on ne sensibilise pas les personnes, si on ne sensibilise pas le monde qui nous entoure, on aura de plus en plus de difficultés, de plus en plus d'isolement ou de plus en plus de gens qui sont vindicatifs en fait, voilà, avec de la colère parce qu'ils ne sont pas compris. Et alors que tout, et je pense qu'il faut le faire et que les enfants nous aident énormément. Les enfants ne voient pas cette notion en fait. Pour eux, c'est blanc ou noir. Tu marches pas. Enfin voilà, on s'adapte. Eux, ils s'adaptent dans une cour de récréation. Ils s'adaptent, sauf si on leur montre du doigt. Tu vois, lui, il parle pas. Lui, il marche. Non. C'est pas voilà, eux ils savent faire et je crois qu'on devrait accompagner tout ça et à ce moment à revenir dans notre petit enfant intérieur à nous et de se dire qu'est-ce que je ferais moi et c'est de mettre et ça aujourd'hui on n'est plus dans cette situation et c'est vrai que il faudrait sensibiliser et ça éviterait beaucoup de douleurs par rapport à ça et transformer en fait cette énergie de colère qu'on peut avoir nous avec notre handicap et la personne justement qui nous accompagne
ou qui nous laisse juste passer ou quoi que ce soit, transforme aussi cette énergie, en fait, cette énergie de je comprends pas en bah, je vais comprendre, je vais me mettre avec toi et je vais essayer de comprendre et de machin. Mais encore faut-il que bah, pas qu'on se bouge, mais bon, voilà, qu'il y ait des gens qui ont les capacités d'eux, parce que je me suis rendu compte que en étant bien entouré, en étant accompagné, on peut, moi c'est comme ça, c'est ma démarche, c'est pour tous les autres qui sont isolés, qui sont un peu tout seuls, j'en rencontre aussi à l'hôpital, les salles d'attente sont des... Les psys, s'ils veulent s'installer, ils ont juste à s'installer dans une salle d'attente, c'est impressionnant tout ce qu'on peut voir quand on est à l'hôpital ou quoi que ce soit, quand voilà, on nous dit, mais vous, des petites vieilles ou des petites personnes âgées qui nous disent, mais moi madame, je ne pourrai plus, donc au final, qu'est-ce que je vais faire? Et il vous est arrivé ça, moi s'il m'arrive ça, bah, oh, je reste dans mon coin, je ne bouge plus. Voilà, non, il faut justement, nous, tant qu'on peut le faire, c'est montrer que les handicaps invisibles existent, qui seront de plus en plus présents et qui le sont déjà, parce que 80% des handicaps sont quand même invisibles. Et il faut qu'on en parle, mais pareil, d'une façon, on va dire, alors c'est peut-être remplie d'amour et remplie d'espoir, pour que chacun puisse avancer aussi bien et pas juste entendre dire ah oui ouais je connais parce que le copain de ma copine. Non non, c'est pas ça. Oui, tu connais parce qu'on t'aura donné des mots, voilà, en te disant voilà, ça représente ça ça ça, c'est comme ça, et que les personnes en face sont aussi accueillantes aussi, à accueillir les choses. Alors, c'est sûr que c'est un travail difficile parce qu'il faut déjà accueillir son propre handicap. Quelqu'un qui naît avec, ou je ne mets pas de jugement dessus, mais voilà, il va s'habituer, il n'aura pas connu autre chose. Quelqu'un qui ça lui tombe dessus, c'est beaucoup plus difficile et on a la colère, on se dit que la vie, elle est injuste, etc. Et moi, par ce que je vis aujourd'hui, oui, il y en a beaucoup qui me disent que c'est injuste, pourquoi toi et nanana. Pour moi, je vois que ça réveille beaucoup de choses, toute cette adaptation que je ne pensais pas capable d'avoir en moi, je l'ai. Comme je disais tout à l'heure, je suis plus statique, plus assise, et c'est là que je rencontre de plus en plus de monde, des gens merveilleux, des gens qui aident comme Sandrine, qui comprennent, qui vont dans cette sensibilisation et pas on n'est pas un étendard quand on l'appelle et qu'on est dans une association. Oui, mais t'es arrivé ça, je veux ça. On n'est pas l'étendard. Ouais, mais on va, non. Non, on a besoin de cette petite douceur, de ce moment d'écoute qui est très importante. Et voilà, parce que des fois, on ne sait pas vers qui non plus se tourner. On a des grosses structures et je ne dirais pas qu'on n'est qu'un numéro, mais voilà, c'est pas simple. Le médecin, il a aussi ses propres frustrations parce que voilà, il ne peut pas accueillir tout le monde, il ne peut pas écouter tout le monde, il s'auto-protège aussi, ce qui est normal. Aller chez un psychologue, parler, pour certains, c'est très difficile. Donc, on peut pas, il y en a, ils n'ont pas cette faculté de parole. Et puis, c'est tout gérer, quoi. C'est gérer ses émotions, c'est gérer ceux des autres. C'est gérer celle de son aidant aussi, qui des fois il est encore plus énervé que nous et qui ne comprend pas qu'on n'a pas le droit que nous on ne s'énerve pas, qu'on dit écoute, à quoi ça sert? Parce que là, si je m'énerve, dans 10 minutes, ce qu'on avait prévu de faire, je ne le ferai pas. Donc, c'est rentrer dans c'est très très difficile. Et c'est pas simple au quotidien. Mais je pense qu'avec beaucoup d'écoute, de bienveillance et de changement de regard, je pense qu'on peut arriver à faire que cet handicap on peut arriver à transformer les handicaps en une certaine force, parce que je pense que chacun a son super pouvoir de pouvoir aider et de pouvoir avancer et de faire après. Et puis, après, chacun voit son handicap à sa manière aussi. La dernière fois, donc je parle parce que je pense à ma fille là, qui me disait mais tu te rends compte maman, en Afrique elle peut pas aller à l'école parce que c'est une fille. Ah ouais,
Et elle a sorti le mot, mais c'est vraiment un handicap. T'es une fille? Ah oui. Ah ben ouais. Donc, c'est vraiment la situation, c'est tout ça en fait. Et on se dit, mais dans le regard d'un enfant, dans plein de choses, on se dit, mais c'est pas juste, c'est pas normal. Et c'est ça qui fait que il faut à des moments se redescendre et oui, de se dire que la situation crée ces handicaps. Mais voilà, et elle, malheureusement, c'est pour cette jeune fille qui était en Afrique, la pauvre, elle, c'était un handicap visible. Sauf que on va pas on va dire, c'est normal en fait. Voilà, c'est comme ça, tu dois accepter la situation. Et nous, en handicap invisible, en fait, on n'a pas spécialement envie de dire c'est normal et on va accepter la situation. Non, Voilà, alors, il y a quand même plusieurs choses particulières dans le cas du handicap invisible. On en parlait tout à l'heure quand on a préparé l'émission. D'abord, moi, je ne savais pas, tu vois que la plupart des handicaps invisibles représentaient 80% des handicaps. C'est quand même énorme. Donc, par définition, puisqu'il est invisible, il ne se voit pas. J'ai l'impression que ce sont pour la plupart des personnes qui sont en pleine maîtrise de leurs capacités intellectuelles, émotionnelles, donc où effectivement ça va se voir encore moins. Du coup, on va peut-être attendre aussi encore plus d'elles du fait que, comme ce sont des douleurs physiques de l'extérieur, on ne les voit pas, on ne les ressent pas, et donc on s'attend à ce qu'elles aient un comportement comme celui des autres personnes, entre guillemets. Et puis, c'est ce que je disais en début d'émission, ce qui est aussi difficile et vraiment particulier, c'est que déjà la personne doit faire le choix d'assumer le fait d'être en situation de handicap ou pas. Quand vous êtes en fauteuil roulant, que vous êtes aveugle, vous êtes sourd, les gens se rendent assez rapidement compte que vous êtes porteur d'un handicap. Là, quand c'est un handicap comme le tien, par exemple, qui ne se manifeste que dans certaines situations, quand c'est, je pense au cas d'une autre personne qui avait certes toutes ses capacités intellectuelles, mais simplement elles étaient plus lentes. Donc ça se manifestait pas forcément tout de suite. Est-ce qu'on a envie d'assumer ça? Est-ce qu'on a envie de montrer qu'on a ce handicap, ou est-ce qu'au contraire, on préfère le cacher? Et il y a déjà cette réflexion, en fait, je pense que doit avoir la personne qui est porteuse du handicap. Est-ce que j'ai envie d'être reconnue comme une personne porteuse de handicap et de m'assumer comme telle, ou est-ce qu'au contraire, j'ai plutôt envie de me fondre dans la masse et d'essayer de faire semblant d'être comme les autres, parce que comme ça, j'aurais pas ce côté étiquetant, j'aurais pas ce rejet, j'aurais pas ce regard d'apitoiement que j'ai pas envie qu'on pose sur moi. Et c'est pour ça que quand on a préparé l'émission, je vous demandais justement s'il y avait comment dire, des critères médicalement parlant qui permettent de diagnostiquer qu'on est porteur d'un handicap invisible. Tu expliquais que dans ton cas, par exemple, ça n'a pas été fait tout de suite. On te dit c'est juste en gros que tu t'écoutais trop et qu'il fallait que tu arrêtes de te plaindre, alors qu'en fait, tu avais de vraies douleurs et il a fallu que ce soit prouvé. Et je vous propose peut-être de montrer le label, le logo du handicap invisible pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Puis après, vous allez nous expliquer justement comment ça se passe pour que son handicap soit reconnu, alors, médicalement parlant. On On ne le voit pas. Voilà, là, on le voit. Donc, on voit que c'est un petit personnage qui est debout, qui paraît totalement valide. Et dans son ombre, en fait, il a un fauteuil roulant. Oui. Sauf que pour ça, il faut être capable de voir ce qu'il y a dans son ombre. Voilà. Il faut être capable de voir derrière la surface. Exactement. Alors justement, dans ton cas, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi à avoir tu dis que maintenant tu as la carte de personnes en situation de handicap. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des examens qui ont prouvé certaines choses, qui t'ont donné droit à ça? Alors, en fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà, la situation, on ne l'accepte pas, on ne la veut pas. Donc, on se dit, non, non, on est jeune, on va y arriver. Et puis, on voit le handicap comme si on était au bout de sa vie, quoi. C'est fini, on va plus jamais pouvoir faire ci, on va plus jamais pouvoir faire ça, etc. Et moi, ça s'est produit il n'y a pas longtemps, c'était il y a un an, à peu près, tout juste, où je me suis dit, voilà, il faut que je me permette d'être reconnue en situation d'handicap. Alors, on m'en avait déjà parlé dès le début. Alors, il y a certains médecins qui ne sont pas pour, en disant, ouais, non, mais voilà, si tu mets ça, au final, ta vie, tu ne vas pas pouvoir faire ci, tu ne vas pas pouvoir faire ça, surtout pour les prêts, par exemple, si on va acheter, machin, etc. Donc, on va être catalogué dans quelque chose. Et il y en a d'autres qui disent, non, mais allez-y, faites-le, vous allez voir, ça va vous aider au quotidien.
Alors, on est perdu entre les deux trucs, et puis il faut qu'on accepte, il faut qu'on gère tout ça. Et moi, ce qui a relevé la chose, alors, c'était l'année dernière, partant en vacances, etc., ne pouvant plus marcher, je me suis dit, là, il y a un gros problème, il faut qu'on prenne le train, je vais être vraiment embêtée. Et là, on me dit, écoutez, la SNCF fait quelque chose, vous devriez. J'ai dit, mais j'ai pas de carte, j'ai rien. Non, non, mais voilà, vous êtes quelqu'un qui est en situation de handicap, vous avez besoin d'une aide et vous ne pouvez pas vous permettre de. Et là, il s'est avéré que je suis tombée sur une personne qui est arrivée avec sa chaise roulante de la SNCF. Je me suis dit, je n'avais pas envie de mettre. Et ça a été tout un. Il m'a pris, il m'a dit, non, non, mais allez-y, vous pouvez. Alors, mes filles étaient super ravies. Donc parce qu'elles n'ont pas fait la queue, parce qu'il y en avait une qui était assise sur mes jambes, etc. Et donc, qui n'a pas marché non plus. Mon mari, ça l'a soulagé parce qu'il y avait, il n'avait pas tout à gérer aussi, hein, les enfants, les valises, les trucs, quelqu'un qui n'est pas bien, voilà. Et là, je me suis rendu compte que waouh, ça a apaisé tout le monde, mais d'un coup. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui était à l'écoute en disant, mais madame, je suis là pour ça, on est là pour vous aider, on a cette structure qui est en place. Et là, j'étais étonnée. Mes filles qui étaient super contentes, je me suis dit, wow. Et ça a mûri, en fait. Tout le long du trajet, je me suis dit, si ça pouvait ne serait-ce rassurer mon aidant, donc mon mari, en me disant, lui, il dit, maintenant, si elle est porteur de ça, en fait, si elle a ses cartes, etc., elle pourrait être un peu plus autonome. C'est-à-dire que moi, voilà, avant, c'était, je t'accompagne pour faire les courses, machin, ou il faut que je parle parce que toi, tu ne vas pas dire à tout le monde que ça ne va pas et tu voudras, voilà. Donc, on est là pour. Enfin, il était le garde-fou, en fait. Et on se dit, waouh! Et d'avoir ces filles qui étaient hyper contents, on se dit, ah ouais, quand même. Donc, on peut alléger une situation, rendre une situation beaucoup plus apaisante, en fait. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de le faire. Ne serait-ce que passer prioritaire, voilà, c'est pas. Et puis, dans cette même période, en fait, j'ai dû utiliser la canne. Et quand je l'ai eue, je me suis dit, bon, je vais prévenir mes filles aussi, leur dire, voilà, j'ai une canne. Et elles ont été, quand on voit avec des jeux d'enfants, c'est magique. Moi qui étais en mode perturbée, je vais leur dire, maman, elle a une canne. Oh, mais maman, t'as une canne et tout, c'est super, on va pouvoir mettre des stickers, des trucs et tout. Et là, on se dit, non, non. Si, c'est trop génial et tout. Et dans la foulée, j'ai reçu mes cartes aussi et ça a été, oh, mais maman, ça va être trop bien quand on va aller à Disney, on va être prioritaire, et on va pas faire la queue. Et là, on se dit, mais vous pensez qu'à ça en fait. Et c'est vrai, on se dit, mais nous, on pense à des situations hyper dramatiques, on est dans les trucs. Et quand on voit ça avec des yeux d'enfant, voilà, eux, ils sont là, ils m'ont encouragée dans tout ça en me disant, mais maman, mais tu restes quand même notre maman, tu restes quand même quelqu'un de. Voilà, et puis tu as des super pouvoirs, quoi. Maman, tu peux nous emmener à Disney, tu peux faire les trucs, tu peux. Voilà. Et réapprennent une autre chose. Et c'est vrai que ça m'a encouragée à faire les choses. Alors ça, c'est bien sûr le point de vue d'un enfant, mais le point de vue de mon mari aussi, ce qui lui a donné un statut. Donc, on est dans une grande entreprise et tout. Donc, moi, c'était pareil. Je ne voulais pas qu'on sache, etc. Non, je ne vais pas me reconnaître handicapée. Ah non, tout ça, on va me cataloguer, je n'ai pas envie. Et au final, dans une grande entreprise, il y a ce qu'on appelle la mission handicap aussi. Et ce qui fait qu'ils sont là aussi pour nous aider, pour mettre en place du télétravail. Et donc, on a le droit à des aides pour cette mise en place de télétravail, de nous dire, mais t'inquiète pas, tu resteras dans ce que tu es et on va pouvoir t'aider par rapport à ça. Et aussi de permettre à mon mari aussi de se soulager en lui disant, écoute, parce qu'il y a des fois, le pauvre, il prenait des jours de congé pour les hôpitaux, pour le machin, etc. Et, tout. Et là, en fait, ça a apaisé, ça a donné une situation pareil, d'apaisement en se disant, mais t'inquiète pas, je prendrai mes jours de soins aidants. Et lui, je l'ai trouvé, voilà, il a pu aller aux réunions, il a pu en parler. Et quand je l'ai vu revenir, alors bien sûr, il m'a expliqué ce que je savais déjà, mais c'est pas grave. Et il était bien, il était...
putain, il y a d'autres gens qui sont comme moi, en fait. C'était même plus moi, j'existais plus, hein, mais c'est, putain, je peux parler, je peux dire, je peux faire, etc. Et donc, ça a éveillé tellement de choses. Et je me dis, et là, je me suis dit, il faut que je fasse, faut que je vois ce que c'est que la vie d'un aidant aussi, parce que nous, on a notre vie à nous, voilà. Et puis, on constate que il y a des fois où il est aidant, on lui demande, moi, si j'ai bien dormi, c'est lui qui répond, quoi. Bah non, Oui, elle a c'est ce que pas. j'allais dire, c'est vraiment à partir du moment où la personne accepte de se faire aider, alors accepte déjà de reconnaître qu'elle est porteuse d'un handicap et que ce soit validé, médicalement parlant, finalement, c'est un soulagement pour tout le monde. Pour elle, parce elle ne s'impose plus de faire des efforts pour cacher son handicap, efforts qui se répercutaient sur l'entourage, qui était sans arrêt obligé de l'épauler pour justement tout ce qu'elle ne pouvait pas faire, mais qu'elle ne voulait pas dire qu'elle ne sait pas faire. Ou qu'elle avait besoin d'aide en tout cas. Et du coup, ce soulagement, il touche non seulement la personne, mais tous ses proches, son mari, ses enfants, l'aidant si c'est un autre membre que le membre de la famille. C'est vraiment tout le monde qui respire, j'ai l'impression. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Ça a permis de souffler pour tout le monde et de se dire, voilà, et quand, par exemple, il y a des fois où nous, on ne peut pas sortir, où on est, c'est pas grave parce que demain, on sortira, mais avec notre super pouvoir, on leur apportera encore autre chose. Donc, ce qui fait que c'est un épanouissement vraiment pour la famille proche, en fait. Et ça, c'est important. Alors, je réponds aussi à ta question, à savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau de la MDPH. Alors, c'est différent entre, donc il y en a dans chaque département. Donc, c'est la maison Départementale du handicap. Voilà. Et en fait, il faut qu'on remplisse un dossier avec tous les apports du médecin, tous les spécialistes qui nous suivent, etc. Et à partir de là, de 3 à X mois, on a un retour en fait nous disant le taux d'incapacité, mais pas le taux exact, on se trouve dans des fourchettes, et ce dont on a le droit, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit à la CMI, donc la carte de mobilité d'invalidité, de stationnement prioritaire ou d'invalidité totale en fait. Donc elle nous dit ça et à ce moment-là, on a des choses. Puis après il y a les allocations, le truc, voilà, la reconnaissance de travailleurs handicapés. Et donc on n'est pas forcément obligé de se déplacer si notre dossier est bien constitué. Après, si question, si machin, on se déplace à la maison départementale. Alors, surtout que la Seine-et-Marne est un des départements les plus grands de France et qui se trouve la maison départementale dans le sud de la Seine-et-Marne. Donc, c'est à 2 heures entre les deux. Voilà. Donc, c'est pas évident de trouver tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a toute cette démarche-là. On dit, il va falloir écrire, il va falloir ceci, il va falloir cela. Et au final, rempli de bonne volonté, en fait, et de dire que ça va apaiser, relâcher tout le monde, on le fait beaucoup plus volontiers. Donc, moi, j'ai retrouvé un petit peu une part d'autonomie. Hein, et voilà, et cette reconnaissance aussi travailleurs handicapés, etc., qui permet, qui nous protège aussi. Alors, il y en a, ils en ont peur, chose que je peux totalement comprendre. Mais quelquefois, ça protège. Moi, je me suis retrouvée dans des conditions, pour dire que j'avais vraiment la tête dure, c'est que j'ai pris une vidéocapsule et on me disait, c'est une petite pilule et puis ça fait tout du bip et tout. Et on me disait, allez marcher. Et donc, moi, je me suis dit, bon, je vais aller marcher, tu vas voir. Donc, je suis retournée sur mon lieu de travail, j'ai marché, je me suis détendue, j'ai fait une réunion et ma chef a dit, c'est quoi ce bip, 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 bip? Alors, je lui dis, c'est moi, j'ai ma vidéocapsule. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être là, etc. Et oui, je ne devrais pas être là, mais je n'avais pas envie de le dire, je n'avais pas envie de… Voilà. Et de fait, maintenant que les gens sachent, pas tous les gens, hein, on n'est pas obligé non plus de raconter sa vie à tout le monde, hein, ça me permet aujourd'hui que si j'ai des examens ou des choses à faire, je suis protégée par rapport à ça, en fait. Et je pense qu'il y a encore d'autres choses que je ne sais pas encore, parce que des fois, on ne sait pas tout. Et c'est une ouverture d'autres choses, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve ça intéressant. Mais bien sûr, il faut une acceptation. Et comme je te disais tout à l'heure, le premier travail, c'est à nous-mêmes de devoir l'accepter
et d'en voir les bénéfices surtout. C'est sûr que tu as envie de voir noir, ben, il voit noir. Si tu as envie de voir rose, c'est voir. Moi, je fais partie des gens qui ont envie de voir rose. Et surtout de ne pas hésiter. Voilà, moi je vous remercie pour votre témoignage parce que je me dis que ça peut peut-être décider des personnes qui sont un peu hésitantes, soit parce qu'elles n'ont pas envie que ça se sache, comme beaucoup de gens porteurs de handicap invisible qui ne veulent pas être étiquetés comme handicapés, soit parce que, comme tu le dis, les structures sont loin et que c'est compliqué pour elles de faire les démarches et de se rendre sur place. Et ton exemple montre bien, alors c'est peut-être pas le cas tout le temps, hein, mais que quand même, il y a eu une nette amélioration dans ta vie à partir du moment où tu as fait ce pas psychologique et ce pas concret aussi, puisqu'il a fallu que tu te déplaces. Et je me dis que ça peut peut-être donner la dernière petite pichenette qui manque aux gens qui sont tangents, tu vois, qui se disent est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et d'entendre un témoignage comme le tien et tous les bienfaits qui en ressortent, ça peut les encourager. Et puisque Oui, tu oui. parlais de super pouvoir, moi j'avais envie de parler, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, d'un super pouvoir que vous avez toutes les deux, qui est le pouvoir de créer du lien. Donc déjà, tu me racontais, Sophie, que tu as rencontré Sandrine grâce à l'association, donc virtuellement. Et puis, je crois que toi aussi, tu as maintenant le projet où tu as déjà créé une association. Oui, alors j'ai créé l'association, donc elle est toute récente, elle est de cette fin d'année, fin de l'année dernière. Et c'est une association qui est aussi dans le même principe que celle de Sandrine, en fait, à savoir sensibiliser les personnes, sensibiliser et accompagner les personnes avec cette notion d'handicap et aussi avec aussi pour les aidants aussi de savoir tout ce qui existe en Seine-et-Marne Nord, voilà, partie des gens du Nord, et pouvoir les accompagner, mais toujours dans une alors peut-être que beaucoup de gens diront que c'est un mot à la mode, mais toujours avec cette bienveillance, avec cette douceur et ce confort. Et donc dans mon association, donc, il y a ça et il y a le côté accompagnement. Et moi, je souhaiterais aussi beaucoup démontrer, faire des ateliers aussi bien sur comment ça apporte du bien-être. Je pense qu'une fois que nous, on est bien, on pourra plus accepter certaines choses dans nos vies et dans tout ce qui est gestion d'émotions. Donc moi, je voudrais leur montrer déjà un parcours sur les handicaps, enfin pas sur les handicaps, mais tout ce qu'il existe, du moins du côté de l'agglomération du Val d'Europe, pour pouvoir aider les personnes à ce qu'elles ne s'isolent pas, et aussi pouvoir aider dans tout ce qui est gestion d'émotions. En fait, c'est super important, je pense. C'est ces petites émotions qui entre la peur, l'isolement, etc. De leur proposer, de leur dire, voilà, il y a faire des petits ateliers et leur dire, voilà, vous pouvez, il existe sur cette agglomération, trouver telle ou telle personne, faire des accompagnements, etc. pour vous libérer, aussi bien pour la personne en situation de handicap, mais aussi pour les aidants, parce que les aidants à la base, ils sont là pour aider, mais pas prendre la place du médecin, pas prendre la place de tout ce qui est médical soignant, pas prendre la place de l'handicapé, mais surtout d'être là et d'apporter juste du bien-être, d'apporter un sourire, d'apporter juste ça, parce que ça aide énormément. Un café, voilà, juste ça. Et on ne leur demande pas de prendre la place de tout le monde parce que ça frustre tout le monde. Ça frustre le médecin, ça frustre l'infirmière qui vient, ça frustre la personne en situation de handicap. Et voilà. Et juste à leur dire, vous avez le droit, vous pouvez faire cet atelier, vous pouvez et vous détendre. Et plus vous serez détendu, plus la personne en situation de handicap sera détendue, apprendra à se connaître, mieux le dialogue pourra se faire. Et aussi permettre de sensibiliser aussi toutes les administrations. Je ne perds pas mon combat pour ma ville pour les places handicapées. Et voilà. Et donc, elle sert à ça et avec beaucoup de contributions de Sandrine qui m'aide beaucoup à mettre ça en place. Et voilà. Et moi, il y a un an, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça. Donc, les super pouvoirs sont pas finis encore. Il y a encore des choses. Et donc, l'association s'appelle, je ne sais plus si tu as dit le nom.
Sourire, c'est agir. Sourire, c'est agir. Voilà, on retrouve le sourire qui est votre dénominateur commun et on le voit bien à l'écran. Et donc, vous m'expliquiez que de toute façon, même si vous avez été obligé de créer deux associations distinctes, puisque c'était sur des communes et des départements différents, vous allez travailler en réseau. C'est le même département. Ah, c'est le même département, mais c'est des secteurs différents. Enfin, j'ai pas bien compris. Voilà, oui, voilà. Des secteurs. Donc, comme vous n'avez pas pu travailler au sein de la même association, vous allez quand même travailler en réseau. Et évidemment, vous mettre en partenariat pour que toutes les énergies soient rassemblées. Je sais que Sandrine avait expliqué que c'est vraiment quelque chose qui était important dans son projet, qu'elle ne voulait pas cloisonner, mais au contraire rassembler. Est-ce qu'on a tout dit? Oui, je crois qu'on a. Juste une petite phrase, une petite chose à dire. Pour moi, on a de la chance parce que nous sommes en France. Je vais essayer d'aller dans le sens inverse qu'on a tendance à entendre en ce moment. Je vais hériter du monde. C'est pas grave, j'ai appris. On a de la chance parce qu'on est en France. Quand on regarde l'histoire de la France, on revient de très très loin. Historiquement, le handicap, c'était vraiment considéré comme quelque chose de diabolique, qu'il fallait cacher, etc., etc. Je vous conseille fortement de lire à ce sujet. La France est vraiment, comment dire, elle part de très très loin. Rien que l'idée de se dire que la langue des signes française était illégale pendant très longtemps et qu'on peut enfin l'employer, l'utiliser depuis les années 90, je comprends beaucoup que les personnes qui la pratiquent, parce qu'elles n'ont pas le choix, et un petit côté un peu provoque quand ils vont dire attaque à la fin. L'histoire française n'est pas simple. Rien qu'au niveau installation des villes, tout ça, etc., on a de très belles architectures, mais de l'autre côté, ça veut dire que une personne en fauteuil roulant, elle va galérer entre les deux rues, se déplacer, etc., etc. Et c'est compliqué aussi de revenir là-dessus. Au final, en France, moi je vois, il y a une loi, la loi de 2005, qui explique tout ce qu'il y a à faire. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va prendre du temps, parce que c'est très compliqué. Mais cette loi, déjà, elle dit tout. Elle dit comme quoi il faut mettre en place des compensations. Parce que toute personne concernée par un handicap a des droits, les mêmes que les nôtres. On ajoute juste à ça des de compensation. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Et je suis là. Ah, merci. Non mais voilà, cette idée de compensation, pour moi, elle compense l'ignorance des gens. Je disais comme quoi l'idée de compensation, elle est très importante pour moi parce que déjà compenser l'ignorance, ça va aider à faire face à un handicap, que ce soit nous qui soyons concernés par le handicap, notre propre handicap, le handicap d'un proche ou le handicap de quelqu'un qu'on rencontre dans la rue. Si à l'école ou à la maison, il y a une éducation qui se fait très naturellement, tu vois, cette personne, elle a un handicap. Parce que, voilà, plutôt que de rien dire, ou on regarde pas, ou oh, regarde et tout. Non, on peut juste dire, voilà, c'est une constatation. Et puis, expliquer tout ce qui nous concerne. Pour moi, c'est vraiment très important de partager et de parler de ce que je vis au quotidien avec ma fille. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci Sandrine. Oui, moi j'ai envie de dire que peut-être simplement, et tu l'avais dit dans une émission qu'on avait faite ensemble, la solution c'est vraiment de sortir du jugement. Ça m'arrive quelquefois par exemple d'être prise dans un bouchon ou ralentie par quelqu'un qui va très lentement devant moi, donc ça m'agace. Et puis je me dis mais après tout peut-être que cette personne elle a une déficience visuelle, peut-être que c'est une personne âgée qui choisit de rouler lentement plutôt que de mettre les autres en danger. Et dans ce cas, merci à elle. Donc peut-être simplement se souvenir de ça, qu'il y a des handicaps invisibles qui ne se voient pas forcément à l'œil nu et que si la personne a le comportement qu'elle a, ça peut être un handicap psychologique aussi d'ailleurs, si la personne a le comportement qu'elle a, même si on n'en connaît pas les raisons, elle a sûrement des raisons d'être comme ça.
Et elle a le droit d'être comme ça, même si ça nous importune, même si ça nous agace, même si ça peut paraître incompréhensible ou désagréable pour nous. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tolérer tout et n'importe quoi, mais peut-être commencer par un peu d'empathie envers ces comportements qui nous dérangent ou qui nous déstabilisent. Je pense que ce serait un bon début. Voilà. Et puis donc moi je voulais vous dire que de toute façon on va continuer à parler des handicaps invisibles. Peut-être avec Sandrine si elle a d'autres exemples à nous proposer. En tout cas moi j'ai une émission qui est prévue bientôt sur l'hyperacousie. Donc les personnes qui justement souffrent d'une hypersensibilité au niveau des oreilles, c'est une maladie qui est mal connue et on se rend pas compte justement à quel point c'est handicapant au quotidien pour ces personnes et à quel point ça les désociabilise, au point d'ailleurs que je devrais faire l'interview dans des conditions particulières. Je vous en parlerai à ce moment. Et puis pour ceux qui s'intéressent à cette question, je vous ai signalé le livre d'une jeune personne qui s'appelle Cécile Cochu, c'est un témoignage, en fait, je dirais pas une autobiographie, mais presque. C'est un livre qui s'appelle Le secret d'une vie, où elle parle justement de son handicap invisible, de la difficulté qu'elle a eue à accepter que ce handicap soit reconnu et vu, parce qu'elle était justement, comme on l'a évoqué, dans cette ambivalence, à la fois d'avoir envie d'être comme tout le monde et de se rendre compte que de toute façon, elle n'avait pas les capacités de tout le monde et qu'elle se mettait la barre très haut en essayant de tout le temps cacher son handicap. Donc ça, je trouve que ça complète bien le témoignage de Sophie aujourd'hui. Et puis, si vous voulez, je vous laisse toutes les deux donner un petit mot de la fin aux auditeurs avec le magnifique sourire qui est le vôtre. Je voulais juste informer comme quoi ce 29 janvier à 18h, l'association s'associe avec l'association La PEP de la Ferté-sous-Jouarre pour accueillir un psychologue clinicien, Louis-Adrien Hénard, qui travaille aussi avec la Haute Autorité de la Santé, pour parler TDAH et DIS, puisqu'on est toujours dans le domaine du handicap invisible, de ces enfants qui nous dérangent, mais qui au final ont tant à nous apprendre au niveau de l'acceptation de l'autre et aussi au niveau environnement, savoir adapter notre environnement, arrêter de courir dans tous les sens. On a besoin d'un peu de pause. Voilà, donc c'est un événement gratuit. Sophie, tu avais aussi des infos encore que tu voulais donner ? Non, moi je monte mon association, je vais créer pas mal de choses qui vont pas tarder à arriver. Je voudrais juste rappeler aux gens que c'est magnifique de pouvoir partager, que les autres ne sont pas nous, et justement parce qu'ils ne sont pas nous, ils ont le droit d'être eux-mêmes et essayer de comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Et à ce moment-là, ça éveille et ça envoie à beaucoup de partage aussi. Et plus on partagera, plus on communiquera, mieux on arrivera à avancer. Et comme dit Sandrine, le chemin sera certes long, mais si on est de plus en plus à vouloir le faire, ça sera un peu plus facile en fait. Et en fait, ce que nous, on pense comme un handicap ne le sera plus en fait. À un moment donné, on deviendra, la norme sera peut-être inversée. Voilà. Je te remercie Sophie, c'est une magnifique conclusion. Merci à toutes les deux pour votre témoignage. Merci à toi. Merci à vous.